à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission L'Avenir en région. Avant de débuter, puisque nous respectons les distanciations sanitaires avec mes invités, je peux vous inviter à ôter le masque, ce sera beaucoup plus facile et pour nous et pour nos spectateurs. Puisque nous avons mis de bonnes distances, c'est le cas de le dire. Donc bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission de l'Avenir en région, une seconde émission consacrée au nucléaire. Si vous n'avez pas suivi la première, pas d'inquiétude, il n'y aura aucune difficulté à suivre cette seconde émission qui va être consacrée à la formation et à l'emploi, notamment dans cette filière du nucléaire. Après avoir donc dressé un portrait du secteur dans une précédente émission que vous pourrez retrouver bien sûr sur le site de la Web TV Bourgogne-Franche-Comté, nous allons donc nous intéresser aux hommes et aux femmes qui y travaillent et voir dans quelles conditions ils y travaillent et quelles sont les formations nécessaires pour y parvenir. Puisque je le rappelle, c'est un secteur qui recrute. On reviendra effectivement sur ce point. Pour en parler, j'accueille Madame Isabelle Laugerette. Bonjour Madame Laugerette. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'UIMM de Saône-et-Loire. À vos côtés également, Monsieur Pierre-Alain Lotte, directeur du CETIC. Bonjour. Bonjour Monsieur Lotte, Bonjour. On expliquera ce que c'est que le CETIC pour l'instant. Avec plaisir. C'est un peu de mystère sur ces lettres. Et puis Monsieur Yves Chevillon, délégué régional d'EDF. Bonjour Monsieur Chevillon. Bonjour Madame Hubert, bonjour à tous et à tous. Donc Monsieur Chevillon, pour commencer, je m'adresse à vous. Pourriez-vous nous rappeler un peu le nombre de personnes qui travaillent dans le secteur du nucléaire dans notre région, notre belle Bourgogne-Franche-Comté ? Alors sur la région Bourgogne-Franche-Comté, les emplois relatifs à la filière nucléaire, c'est environ 12 000 personnes à peu près, réparties dans plus de 500 établissements. Sur l'ensemble du territoire, vous allez avoir une grosse proportion de PME, PMI qui sont sous-traitantes de la filière. C'est un secteur qui recrute, je crois. C'est un secteur qui recrute beaucoup, effectivement. Alors, en tout premier lieu, il y a Framatome qui est installé sur le territoire en Saône-et-Loire avec 3 gros sites. Et ils ont annoncé tout récemment envisager les recrutements pour l'année 2021 à hauteur de 350 personnes, ce qui fait de Rien qu'en Saône-et-Loire. Rien qu'en Saône-et-Loire. Ce qui fait de Framatome peut-être le tout premier recruteur de la région. Et c'est vrai aussi pour toutes les autres entreprises sous-traitantes de la filière, donc en demande de compétences. Alors justement, dans quel type d'entreprise évoluent ces 12 000 salariés du nucléaire ? Alors, il n'y a pas que dans les centrales, clairement. Ah non, évidemment. Alors, a fortiori en Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'il n'y a pas de centrale nucléaire sur le territoire, mais l'activité de la filière nucléaire est évidemment importante. C'est très variable, hein. Vous avez des grands groupes, comme Framatome, une filiale du groupe EDF. General Electric. C'est 2200 personnes. Vous avez General Electric, des grands établissements. Vous avez toute la filière de la métallurgie qui est indispensable à l'activité nucléaire et qui est évidemment recruteur, bien sûr. Et puis on va descendre jusqu'à des toutes petites entreprises de petite taille, de sous-traitance sur des domaines d'activité qui vont des aspects métallurgiques, de la plasturgie, de tous ces sujets qui sont susceptibles d'être recruteurs parce que ça correspond aux besoins de la filière. Alors la métallurgie, c'est un domaine que vous connaissez bien, Madame Laugerette, puisque l'UIMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie, pour laquelle vous êtes la secrétaire générale en Saône-et-Loire, compte de nombreux adhérents prestataires pour le nucléaire, j'imagine. Est-ce qu'ils rencontrent des difficultés de recrutement ? Est-ce qu'ils recrutent actuellement ? Alors la métallurgie, effectivement, depuis des années recrute. C'est un secteur de l'industrie qui a eu énormément de besoins depuis très longtemps. Et je peux dire que même au démarrage, du redémarrage donc, du nucléaire en 2004-2005, c'est là où véritablement on a senti un vrai besoin donc, de compétences dans notre département, notamment la Saône-et-Loire, mais pas que la Saône-et-Loire, mais principalement donc, dans ce secteur-là, avec des entreprises qui, du jour au lendemain, nous demandaient donc, des compétences très importantes dans les domaines qui sont des domaines, je dirais, nobles de la métallurgie, les métiers nobles, et où on ne trouve pas des gens sur le marché. Donc ça a été vraiment un besoin très très fort, très immédiat, dû à la relance du nucléaire donc, dans les années 2000, où on a vu d'un seul coup une nécessité absolue donc, de former, de recruter, de mettre des compétences pour les entreprises qui en avaient besoin dans la métallurgie, et alors, le nucléaire bien entendu, mais pas que le nucléaire. Et alors, est-ce qu'elles peinent à recruter, justement ? Alors, elles peinent à recruter, oui, effectivement. Alors, que ce soit en temps de crise ou pas, d'ailleurs, c'est bien ce qui est surprenant.
Mais aujourd'hui encore, d'ailleurs, quand on en fait la référence avec la région, avec nos collègues de la région ou de la directe, on se rend compte qu'effectivement, même de Pôle emploi, que finalement le taux de chômage est assez bas encore aujourd'hui. Donc on a un taux de chômage qui est de l'ordre de 7%, quelque chose comme ça. Donc ce qui nous met en difficulté pour les recrutements et sur des métiers qui ne sont pas naturellement forcément très attractifs. Donc on a eu énormément de difficultés à démontrer que l'industrie globalement et que la métallurgie pouvaient être attractives. Et quand il y a eu ce renouveau du nucléaire, donc dans les années 2000, il a fallu qu'on travaille avec les donneurs d'ordre et les sous-traitants sur leur attractivité, sur l'attractivité des métiers, de la filière, pour justement démontrer que on avait des métiers d'avenir, qu'on était des filières d'avenir, et qu'il y avait de quoi pouvoir, je dirais, être à la fois sur des CAP, BEP, mais à la fois sur des niveaux d'ingénieurs. Donc c'était toute la difficulté que l'on avait, et je pense qu'on a commencé à voir un petit peu le bout du tunnel là. Malheureusement, le Covid a remis les choses un peu différemment, mais en tout cas, on sent que la communication globale qui a été faite à la fois au niveau national et au niveau territorial a quand même porté ses fruits ces derniers temps. Alors, comment l'UIMM intervient en termes de formation ? Alors, nous avons nos différents dispositifs que l'on a mis en place depuis déjà très longtemps, alors partout en France, mais on l'a fait également en Bourgogne-Franche-Comté. Donc l'UIMM, c'est une structure, mais c'est une organisation patronale, mais c'est également un réseau de proximité. Et ce réseau donc, est tourné principalement sur l'emploi et la formation. C'est vraiment notre vocation. Donc nous avons ce que nous appelons des pôles formation, donc, qui à la fois dispensent de la formation professionnelle et de la formation pour apprentis. Donc des CFA en fait. Et ces centres de formation donc, sont dispatchés un peu partout en Bourgogne-Franche-Comté, donc à la fois en Franche-Comté et à la fois donc, à Dijon, dans le Lyon et la Nièvre et en Saône-et-Loire. Et donc nous avons la possibilité de former du CAP au niveau ingénieur, là encore. Nous avons mis en place également des centres d'excellence en nouvelles technologies, en technologie additive, en robotique, donc ce qui permet aussi d'aller sur les nouvelles technologies. Donc là aussi pour des formations professionnelles, donc pour des salariés d'entreprise ou pour des apprentis. Donc c'était, je dirais, la nouvelle génération de formation que l'on peut proposer. Et puis comme les besoins sont très importants, notamment dans la filière nucléaire, on a également été sur d'autres moyens, d'autres dispositifs pour toucher des publics plus éloignés de l'emploi. Plus éloignés de nos métiers. Par exemple, les GEC Industrie qui ont été créés donc, en Bourgogne-Franche-Comté, il y en a plusieurs. Donc, c'est des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui accueillent des jeunes en alternance, qui sont mis à disposition donc, d'entreprises, ce qui nous permet de toucher un public plus large, venant plus éloigné de l'emploi, de les accompagner. Il y a un accompagnement très important, de sécuriser le parcours pendant la durée donc, de la formation et jusqu'à l'obtention du diplôme et après l'embauche à la clé. Donc ça, c'est ce type de formation, ce type de dispositif permet d'aller chercher des publics avec nos collègues de Pôle emploi, d'aller chercher donc des dispositifs, des publics bien plus éloignés de l'emploi et de les amener avec succès à leur examen. Et l'autre voie également, c'est tout ce qui est école de production. Donc nous avons des dispositifs qui aujourd'hui s'étendent également. Donc là, pour le coup, on a travaillé avec EDF. Nous avons à Chalon-sur-Saône une école de production qui a été cofondée par EDF et par l'UIMM. Et ce dispositif, c'est ce que l'on appelle particulièrement une école entreprise. Donc ce sont des jeunes, très jeunes pour la plupart, souvent mineurs, qui ont besoin d'être accompagnés hors du circuit scolaire normal. Et qui vont pendant leur temps de formation, donc nous c'est usinage, donc pendant leur temps de formation ils sont en usinage, ils préparent un CAP d'usinage et donc pendant leur temps de formation ils vont produire pour des entreprises, donc ce sont des vrais clients et ils auront les mêmes conditions d'exigence que pour n'importe quel client. Et donc ces jeunes ont cette motivation de pouvoir travailler pour un client. Dans du concret, tout en préparant leur diplôme. Voilà. Monsieur Chevillon, pourquoi EDF s'engage là encore sur de la formation ? On ne vous y attendrait pas forcément. Pourquoi EDF s'associe à l'UIMM pour mettre en place ce genre d'outils ? Parce que ça correspond à nos besoins, tout simplement. Je vais presque dire que c'est une démarche égoïste. C'est à la fois une démarche égoïste, mais aussi empathique. Parce qu'évidemment, oui, nous avons des besoins et les jeunes aspirent à trouver des emplois. Comme l'a souligné Madame Laugerette, oui, ça n'est pas simple. Je crois qu'on souffre en fait globalement d'un désamour des métiers industriels sur l'ensemble de notre territoire. Ça n'est pas que pour la filière énergétique ou la filière nucléaire, c'est vrai pour à peu près toutes les filières industrielles. Donc il nous appartient de démontrer
tout l'intérêt et toutes les possibilités d'emploi qui existent dans ces filières. Une anecdote, si vous le permettez. Il n'y a pas très longtemps, on avait fait visiter un site industriel à des jeunes qui étaient en classe de 3e. Et au sortir de cette visite, l'un d'entre eux m'a dit cette phrase qui m'a marqué, qui m'a dit « Je ne savais pas qu'une usine, ça pouvait être propre ». Vous voyez, il y a du travail à faire dans l'explication, dans la conviction, dans la démonstration que les métiers que nous sommes en mesure de proposer, ils sont intéressants, ils nécessitent d'acquérir des compétences, ils permettent des évolutions professionnelles intéressantes. Donc oui, il est vraiment intéressant d'être en capacité de démontrer ceci, d'organiser les formations qui vont bien, parce que ça correspond aux besoins de nos filières. Alors là, on parle de l'amont, des formations en amont pour arriver au métier de la métallurgie et qui vont contribuer à faire la filière nucléaire. Mais on a aussi des outils de formation qui interviennent après et qui sont vraiment dédiés au nucléaire. Et je sens que vous me voyez venir vers vous, Monsieur Lotte. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est du coup le rôle du CETIC, puis, qui est un outil essentiel de formation à un autre niveau pour en tout cas la filière nucléaire? Tout à fait. Alors je vais peut-être commencer par dire ce qu'est le CETIC. Oui. C'est le centre d'expérimentation des techniques d'intervention sur les chaudières nucléaires à eau pressurisée. Alors là, on a bien compris que du coup, on était en lien avec le nucléaire direct. Tout à fait, oui. Et alors le CETIC, il n'est pas tout jeune, hein, il va fêter ses 35 ans cette année. Sa décision de création remonte à 1983. À l'origine, je crois que c'était EDF et Framatome d'ailleurs. C'est tout à fait EDF et Framatome qui ont décidé de s'unir en 83 pour monter cet établissement. Alors en 1983, il y avait déjà une trentaine de réacteurs qui fonctionnaient sur le parc français. Aujourd'hui, 56 réacteurs. Et on peut même citer Fessenheim qui a été arrêté il y a quelques mois, mais pour lequel il faut toujours encore réaliser des gestes importants pour garantir sa sûreté sur le long terme. Bien Ça, sûr. c'est très important. Je reviens au CETIC tout de suite pour vous dire en quoi c'est un petit peu unique, mais la volonté première d'EDF, exploitant nucléaire, est de garantir la sûreté de ces installations. Hein. C'est du matériel sûr, robuste, fiable, qui fait appel à beaucoup d'emplois et de compétences. Et c'est là que le CETIC aussi apporte toute sa compétence et son matériel. En quoi le CETIC est unique, en France au moins et vraisemblablement dans le monde, c'est qu'on dispose de matériel à l'échelle 1 de tous les composants des chaudières nucléaires dont on dispose en France. Voilà. À pleine échelle, avec une piscine pour pouvoir faire de l'entraînement, des générateurs de vapeur, la cuve du réacteur, le couvercle. On plonge en conditions réelles, ce que j'ai pu voir, notamment, et j'encourage les gens à découvrir, il y a une vidéo très claire qui exprime très bien la mission du CETIC. Et effectivement, donc, si j'ai bien compris, c'est vous plongez concrètement, et on peut même dire le mot plonger, puisque comme vous disiez, il y a des plongeurs, il y a des plongeurs, et il y a vraiment même des plongeurs. Vous plongez concrètement les personnels dans les conditions réelles. Exactement. Je vais y revenir si vous le permettez. Alors, le CETIC n'est pas un centre de formation. On n'est pas labellisé centre de formation. On héberge néanmoins un gros client d'EDF qui s'appelle l'UFPI, Unité de formation pour la performance industrielle, hein, dont le campus nucléaire est sur le site du Bugey, à l'est de Lyon. Et on a une équipe de formateurs de cette unité de formation qui accueille annuellement au CETIC 1000 à 1500 stagiaires pour une grosse centaine de stages. On peut peut-être rappeler où est le CETIC, où se situe? Il est à Chalon-sur-Saône. Alors on peut faire un petit clin d'œil à l'histoire aussi. Il faut savoir que ce CETIC donc, a été construit en 1970, même si le CETIC, l'exploitation remonte à 1986. Auparavant, avant que ce ne soit le CETIC, on y fabriquait les premiers générateurs de vapeur pour Framatome. Avant que l'usine de Framatome Saint-Marcel soit opérationnelle, les premiers générateurs de vapeur des premières centrales nucléaires françaises ont été réalisés dans le bâtiment qui est devenu le CETIC aujourd'hui. Donc le CETIC est un outil, ce n'est pas un centre de formation à proprement parler, c'est un outil qu'on met à disposition de clients. Un premier client qui est le service de formation dont je vous ai parlé, oui, avec ses 120 à 150 stages par an, 1000 à 1500 stagiaires. Et leur scope, c'est plutôt tout ce qui concerne le combustible nucléaire. Les connaissances de base, comment on extrait le combustible des mines, comment on l'enrichit, comment on l'exploite dans les réacteurs,
C'est des opérations très importantes vis-à-vis de la sûreté. Comment après on le recycle à La Hague pour récupérer du plutonium et refaire un autre type de combustible. Et puis comment on traite les déchets. Voilà. Donc ça c'est le premier volet d'activité du CETIC. Donc nous on est exploitant d'une installation, on met à disposition de ses clients des chantiers écoles, des maquettes, des choses comme ça. Et puis là où aussi on peut assimiler ça à de la formation, c'est que l'autre gros volet de l'activité, qui représente plutôt 60% de notre activité, la formation c'est plutôt 40% de l'activité, eh ben c'est qu'on met à disposition ces mêmes installations d'autres clients, dont Framatome est un client, c'est le plus important, notre client le plus important, pour lui permettre de mettre au point des activités de maintenance qu'on qualifie de majeures pour les chaudières nucléaires françaises, et même un peu au-delà. On peut parler de l'Angleterre, un peu de l'Espagne et peut-être un jour un peu au-delà. On vient tester en fait, Framatome par exemple. On vient tester, dérouler, mettre au point. Alors on met au point 3 choses. Le process, la façon de faire, les outillages, mais en même temps on profite de l'opportunité pour former les intervenants, les futurs intervenants de ces opérations de maintenance dans les centrales nucléaires pour qu'ils se fassent la main, qu'ils se qualifient, qu'ils soient reconnus, compétents pour exploiter ce nouveau process et ces nouvelles opérations de maintenance. Donc voilà. en gros, ils passent d'abord entre les mains de Madame Logerette, qui va les guider vers la bonne formation dans la métallurgie, pour aller, pour trouver, on parlera des profils aussi notamment que vous recherchez. Ils vont ensuite trouver un emploi chez l'un des prestataires, par exemple, d'EDF pour la création d'une centrale. Et ensuite, ils passent par le CETIC pour connaître les bons gestes une fois sur site. Ça peut être un parcours. Ça peut être un parcours. Il y a de multiples parcours, mais ça peut être un parcours, vous avez raison. Oui, effectivement. Parce qu'on a parlé de la sûreté des installations on va revenir nucléaires d'EDF. C'est important. Mais le matériel, c'est bien. Chez EDF, on accorde une très grande importance aussi à la compétence des femmes et des hommes qui œuvrent pour contribuer à la sûreté de ces installations. Pour vous, M. Chevillon, pour EDF qui gère les centrales nucléaires, pourquoi un outil comme le CETIC est indispensable ? C'est juste indispensable, justement, tel que l'explique Pierre-Alain. C'est que vous allez chercher à optimiser vos procédés, vos modes d'exploitation, vos modes d'intervention sur vos sites. Donc vous pouvez l'imaginer sur le papier, mais rien ne vaut l'expérimentation. Donc, où le tester directement sur une centrale existante, c'est peut-être un petit peu risqué. Le plus simple, c'est de l'expérimenter dans des conditions réelles, mais sur une installation qui n'est pas en exploitation. C'est tout à fait ça que permet le CETIC, c'est-à-dire qu'on va tester, roder, et puis adapter, parce que peut-être qu'à l'expérimentation, on va découvrir que ce qui avait été imaginé sur le papier, ce n'est pas tout à fait l'optimum, et qu'il faut peut-être faire un petit peu différemment, ou détecter des difficultés qu'on n'avait pas forcément suspectées auparavant. C'est vraiment le rôle du CETIC que de permettre ceci, et donc d'adapter et d'apprendre, puisque comme l'a souligné Pierre-Alain, les techniciens, les intervenants potentiels qui vont se former sur place, ils auront fait l'expérimentation. Vous savez, c'est un peu le kabuki japonais, là, quelque sorte. Il faut d'abord faire les gestes à côté, avant de les faire en situation réelle. Oui, il vaut mieux éviter tant que le nucléaire n'est pas encore directement là, quoi. C'est mieux de tester dans des situations qui sont complètement sécurisées de ce point de vue, quoi. Voilà. Et ça permet de vérifier que ça marche. Avant de revenir sur cette notion de sûreté qui effectivement est essentielle et qui compte énormément, notamment, et d'où l'intérêt du CETIC pour justement vérifier cette sûreté, cette sécurité des gestes. Madame Logerette, est-ce que justement pour les entreprises, est-ce que le côté sécurité et pour les jeunes qui veulent s'intégrer dedans, c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte dans le cadre du nucléaire ? Ah oui, alors je pense que plus particulièrement dans le cadre du nucléaire, là c'est vraiment partie des choses très importantes, et globalement dans toutes les entreprises industrielles et de la métallurgie, la sécurité est quelque chose de très très important. D'ailleurs, aujourd'hui où je dirais la loi sur la formation a énormément évolué, donc on sait que les entreprises ont moins de marge de manœuvre pour avoir des financements sur la formation. Ce qui reste essentiel dans le parcours de formation, donc des salariés et des nouveaux entrants dans les entreprises, concerne la sécurité, très globalement. Et dans le nucléaire, on le voit, les profils attendus, les recherches que l'on peut avoir sont sur sûreté, sécurité, notamment dès qu'on touche des niveaux un peu élevés. Oui. Alors, justement, j'allais vous demander un peu quels sont les profils que recherche l'industrie métallurgique de Bourgogne-Franche-Comté pour la filière nucléaire
en particulier et d'une manière plus générale, qu'est-ce qu'elle recherche en particulier? Alors, je pense que c'est les mêmes profils, filière nucléaire ou métallurgie, parce qu'on est véritablement en Bourgogne-Franche-Comté sur la partie fabrication, donc on est vraiment sur les mêmes profils. Le métier en tension chez nous, enfin il y a 2 métiers vraiment terriblement en tension, c'est l'usinage, qui est vraiment un métier où on ne trouve pas d'usineurs sur le marché du travail, ça c'est certain. Et la maintenance, qui est un métier pas très sexy, il faut bien le reconnaître, difficile à démontrer. Il faut nous le vendre. Bon, voilà. Difficile à montrer, difficile à expliquer. Donc on a du mal à attirer des jeunes sur ces métiers-là. Mais par contre, ce sont des métiers dont on a effectivement énormément besoin et très transverses. Donc on parle de la métallurgie, du nucléaire, de la métallurgie, mais également de l'industrie globalement a besoin de la maintenance. Donc ce sont des métiers qu'on retrouve très fortement en tension. Donc tout ce qui concerne la production, bien sûr, donc on va voir l'usinage, le soudage, et puis donc la maintenance qui est un métier un peu à part, et puis après tout ce qui concerne bien sûr le contrôle de la sécurité, radioprotection, contrôle non destructif. Donc ce sont des métiers où on a peut-être en volume un nombre moins important, mais c'est de la technicité relativement conséquente avec des formations très spécifiques. Donc là véritablement on a sur l'ensemble de ces métiers il y a un très fort niveau de qualité, un temps de formation qui est relativement long. Donc trouver directement sur le marché du travail des gens qui sont déjà formés, quels que soient d'ailleurs sortant de l'école, sortant d'un centre de formation ou même des demandeurs d'emploi, on ne trouve pas. C'est véritablement pas possible. Un jeune qui sort de l'école, il est directement happé par des entreprises avec ces métiers-là. Donc là, il y a il y a des vrais besoins. Donc les jeunes qui veulent s'inscrire dans ces métiers-là savent qu'à l'avenir, ils auront, un emploi dans ces métiers. Et donc la difficulté, c'est effectivement toutes ces voies que j'évoquais tout à l'heure, que ce soit la formation professionnelle, l'alternance, les contrats de professionnalisation, l'école de production, les lycées, toutes ces voies-là permettent justement, on parle de mix énergétique, on pourrait parler de mix formation, parce que ça permet effectivement selon l'âge que l'on peut avoir, selon la motivation que l'on peut avoir, son parcours précédent, aller sur tel ou tel profil, et je pense, tel parcours plutôt, et je pense que finalement, tout type de personne peut intégrer nos métiers. Parce qu'on voit bien qu'on sort des gens de très très loin, qui ne connaissent pas du tout nos métiers, qui sont très loin de l'industrie, et par différents parcours, on va les amener à l'industrie. Mais par contre, après, ça veut dire un parcours qui va être plus long, pour arriver à un diplôme, à une qualification professionnelle de branche. Enfin, il y a différents types de diplômes qui existent. Et les profils sont très très larges en fait. Je dirais qu'on ne s'interdit aucun profil. Dès l'instant que les gens sont motivés, qu'ils ont véritablement envie de se former, on les accompagne avec différentes mesures et on va réussir dans ces métiers-là à leur proposer un emploi. Je voudrais rebondir sur les mais propos rebondissez, pas trop loin, mais rebondissez. De Mme Logerette, auquel j'adhère évidemment tout à fait, pour passer un message. Tous les métiers que Mme Logerette vient d'évoquer sont accessibles à des jeunes hommes et à des jeunes femmes. Il n'y a aucun de nos métiers qui ne soit pas accessible à l'un ou à l'autre. Et parce que un peu traditionnellement, on s'imagine qu'un soudeur ou un chaudronnier, ça doit être un garçon. Mais c'est faux. C'est faux, c'est tout à fait possible aujourd'hui. Les technologies le permettent, les formations le permettent. Voilà, donc mesdames, et les métiers, mesdames qui le nous entendez, ne rechignez pas à ces métiers qui offrent de très très beaux débouchés aussi. Et dans le soudage notamment, on a de plus en plus de femmes. Absolument. Donc une entreprise comme Framatome accueille des femmes en soudage, en contrôle non destructif également. Donc on ne pense pas forcément en tant que femme, certainement, mais en tout cas, il y a des débouchés intéressants. Heureusement, effectivement, que vous le rappelez, que les choses changent. Mais effectivement, l'industrie s'adresse tout autant aux hommes qu'aux femmes. En tout cas, pas de contre-indication ni pour l'un ni pour l'autre. Alors, Madame Logerette parlait de maintenance. Forcément, la maintenance, ça doit vous parler. C'est un terme qui doit vous parler, Monsieur Lotte, puisque quel type justement de profil vous accueillez? Justement, ces profils de maintenance qui sont très recherchés, vous les guidez aussi à progresser. Oui, tout à fait. Alors, je dois peut-être compléter aussi ce qu'a dit Madame Logerette et Yves. Je ne l'ai pas dit, le CETIC, il accueille aussi annuellement, hors période crise sanitaire, 150 visites pour 2000 visiteurs par an. Alors, on commence par les bacs pro, première, terminale, bac pro, les BTS, les écoles d'ingénieurs, etc. Justement, on sert un petit peu de vitrine du nucléaire, absolument. Parce que chez nous, il n'y a pas de... on est dans des conditions sereines, on évite d'emmener des visiteurs. C'est visiter une centrale presque comme si on y était. Encore mieux, parce qu'on voit beaucoup plus de choses chez nous. On peut rentrer presque au cœur d'un faux réacteur. Exactement.
Ok. Voilà, hein, on Donc, peut voir du Ça combustible. me donne envie, je suis curieuse moi aussi de venir vous voir. Je vous y attends avec grand plaisir. Oui, si vous n'y êtes jamais allé, c'est Oui. spectaculaire. Mais oui, effectivement. Voilà, et donc ça nous sert aussi dans l'esprit de pouvoir capter ces jeunes dans le futur, de leur donner envie. Je confirme ce qu'a dit Yves, on a de plus en plus de femmes, de jeunes femmes qui s'intéressent à des métiers d'électrotechnicien, mécanicien. Et voilà, donc par rapport à la maintenance, les profils qui sont... qu'on voit beaucoup passer chez nous, c'est des bacs pro, des BTS, maintenance industrielle ou génie mécanique et thermique. Il n'y a pas de profil idéal. Hein. Tout le monde est le bienvenu pour se progresser Exactement, voilà. grâce au CETIC. Et allez-y, pardon. Dans le domaine du numérique, hein, on voit aussi se développer de plus en plus d'activités qui font appel à de la réalité virtuelle augmentée, des lunettes pour mettre au point des interventions de maintenance, des choses comme ça. L'usage de drones aussi, pour aller dans une piscine de bâtiment réacteur qui est vide, si on veut inspecter l'état de la peau de la piscine, et on fait appel à des drones. Donc ça draine à nouveau de nouvelles spécialités, de nouvelles compétences. Le numérique s'invite dans le nucléaire, monsieur Chevillon. Oui, il y est rentré déjà depuis fort longtemps, mais effectivement, ces applications sont en train de se développer, un peu comme à l'image de tout ce qui se passe dans tous les domaines industriels. Oui, ça devient une impérative nécessité. Oui. Est-ce que le CETIC accueille et guide également des professionnels de la sûreté, de la sécurité pour intervenir sur une centrale nucléaire? Oui. Ponctuellement? Oui. La sûreté, oui, parce que, alors, toutes les interventions, je l'ai peut-être un peu oublié tout à l'heure, je vous ai parlé du nombre de stagiaires de l'unité de formation d'EDF, mais ces activités de maintenance que l'on développe, ça représente en moyenne chaque année 90 affaires, mais ça concerne 2500 intervenants. Et le fait qu'on déroule le scénario de A à Z, y compris pour voir si la procédure elle est bien écrite, elle a bien été vérifiée, etc., ça fait appel aux gens qui s'occupent de l'assurance qualité, le contrôle technique, la surveillance, puisque dans les activités nucléaires qu'on réalise dans les centrales nucléaires d'EDF, il y a une partie surveillance qui est ancrée dans la loi française. Hein. L'exploitant il est obligé de surveiller ce que font les prestataires. Et donc, tous les métiers viennent au CETIC pour réaliser leur rôle, un peu comme un bac blanc avant d'aller passer le bac dans les centrales. Il y en a qui parlent d'essai de Formule 1 aussi, mais je n'aime pas trop l'analogie parce que nous, on n'essaie de ne pas casser la voiture. Enfin, c'est mieux. C'est mieux. Monsieur Chevillon. Dans le domaine nucléaire, il n'y a pas un métier dans lequel la sûreté n'est pas une des composantes fondamentales. Voilà. C'est intrinsèque à l'ensemble des métiers. Donc nous sommes oui, que ce soit chez les sous-traitants en métallurgie, comme on l'abordait avec Mme Logerette. De la même façon. Et nous ne sommes pas les seuls à nous décerner des satisfecit en matière de sécurité, si vous voulez. Hein. Il y a une autorité de sûreté nucléaire qui existe en France, qui est une instance complètement indépendante et qui exerce des contrôles très rigoureux, ce qui est tout à fait nécessaire. On ne l'a pas en tête. Il y a 56 réacteurs nucléaires en France. Il y a à peu près 650 inspections annuelles de l'autorité de sûreté nucléaire sur les sites. D'accord. Vous voyez que c'est quelque chose de très surveillé et c'est tout à fait normal. Oui, l'industrie nucléaire est potentiellement dangereuse. Enfin, donc il faut évidemment que tout ceci soit extrêmement sécurisé, ce que nous nous efforçons de faire au quotidien. Un petit complément, s'il vous plaît, à apporter. Pas plus tard qu'hier après-midi, j'étais avec des gens de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, des gens qui viennent de Dijon d'ailleurs, puisque à Dijon, il y a une entité qui s'appelle la DEP et qui s'occupe des enceintes à pression. Hein, et qui venaient chez nous pour participer à une qualification d'une opération de maintenance pour réparer des générateurs de vapeur à Gravelines. Voilà, pour lequel notre client est Framatome, mais les gens étaient venus voir si ça se passait bien. Alors, vous parlez de Framatome, je rappelle également qu'en termes de formation, certaines entreprises telles que Framatome, notamment, qui est un des leaders de la filière nucléaire, ont mis en place également des campus de formation pour leurs équipes. Je ne sais pas si vous connaissez le sujet, Madame Logerette, si vous pouvez nous en dire peut-être un mot. Oui, alors effectivement, notamment sur le Creusot, donc Framatome a mis en place, donc c'est assez récent, hein, il doit y avoir à peu près 2 ans, je crois, un campus
campus qu'ils appellent campus Framatome pour pouvoir former dans un premier temps donc, leurs salariés donc sur dans les domaines qui sont les leurs donc, et les perfectionner dans les domaines qui sont les leurs donc, sur le site du Creusot. Ce qui vous rejoint, c'est-à-dire qu'on peut être issu d'à peu près n'importe quel profil, comme vous le disiez, et en plus bénéficier aussi de cet accompagnement en interne par les entreprises du secteur. Tout à fait. Les entreprises du secteur aujourd'hui ont tout intérêt à jouer ce jeu-là parce qu'on sait très bien qu'on ne trouve pas les profils sur le marché. Donc les entreprises sont prêtes à jouer ce jeu d'accompagnement, véritablement. Et quand on dit que l'on fait appel à des gens parfois qui sont très éloignés de l'emploi, les entreprises jouent vraiment le jeu du tutorat, d'un tutorat très poussé, avec notre accompagnement bien sûr, dans le cadre des groupements d'employeurs notamment, ou dans le cadre de l'école de production après. Parce qu'effectivement, ces jeunes-là, si on veut les fidéliser, si on veut les amener non pas uniquement à la formation, mais à l'emploi derrière, ce que l'on recherche, il faut pouvoir avoir un accompagnement très, très important. Et là, les entreprises jouent vraiment le jeu, quelle que soit la taille des entreprises. Et d'ailleurs, toute la difficulté que l'on peut avoir, c'est aujourd'hui, on sait que l'attractivité des grands groupes est bien plus importante que celle des PME. Et ça, c'est un problème qui est récurrent. Voilà, de toute façon, il n'est pas uniquement chez nous en Bourgogne-Franche-Comté. Je pense qu'il est général. Donc, comment faire pour que nos PME soient attractives à la fois sur le plan rémunération, parce que c'est quand même important, voilà, où là, on pense qu'il n'y a pas réellement d'écart. Pour avoir vraiment fait des statistiques, il n'y a pas réellement d'écart, mais tout ce qui n'est pas rémunération, mais qui est avantage que le salarié peut avoir donc, au sein d'une grande entreprise. Les petits à côté. Qu'une PME ne peut pas forcément distribuer. Donc la PME doit se démarquer par d'autres aspects. Le côté peut-être familial, justement accompagnement plus individualisé. Donc il y a des choses qu'en tout cas il faut faire pour valoriser les PME. Et on a beaucoup de PME qui ont compris ça et qui jouent vraiment ce jeu-là parce qu'on doit sortir de cette problématique de grands donneurs d'ordre sous-traitants en opposition. C'est une filière complète et la filière a besoin, les grands donneurs d'ordre ont besoin de leurs sous-traitants et vice-versa. Voilà. Alors, une dernière question pour vous trois, puisqu'il va déjà être l'heure de nous quitter. Mais on va quand même prendre le temps de se poser et de répondre à cette dernière question. Quels sont pour chacun d'entre vous les défis de demain? Donc, quels vont être les défis de demain pour vous, l'UIMM de Saône-et-Loire, vis-à-vis de la filière nucléaire? Monsieur Chevillon, pour vous, quels sont les défis de demain en termes de formation et de recrutement pour les centrales nucléaires françaises? Et puis, quels sont les défis que va devoir relever le CETIC demain? Madame Logeret, je vous laisserai la parole. Le défi, je pense, principal, c'est les compétences. Oui. Certainement qu'effectivement, il va falloir que les entreprises trouvent les compétences dont elles ont besoin pour pouvoir justement prendre les commandes qui seront celles nécessaires à la filière nucléaire. On sent que cette filière est en vrai devenir, qu'il y a énormément d'évolutions. Alors il y a les évolutions technologiques bien sûr, mais les compétences, trouver les compétences, mettre à niveau les compétences dans les entreprises, et les garder. Fidéliser les compétences. Voilà, c'est vraiment le défi. En tout cas, vu de ma fenêtre et de ce que l'on voit aujourd'hui et de ce que l'on sous-entend, c'est ça. Voilà. Monsieur Chevillon, le défi pour le nucléaire en termes de formation? Je suis tout à fait en phase avec ce que vient de dire Madame Logeret, donc je vais redire avec mes mots ce qu'elle vient de dire, mais c'est un défi à la fois quantitatif et qualitatif. Oui, les besoins sont importants en quantité. C'est une filière dynamique, exportatrice qui recrute. Qui n'a pas souffert de la crise? Qui ne souffre pas de la crise en tant que telle, non. Ça a été générateur de difficultés dans les modalités d'exploitation, ça c'est clair, mais pour autant la dynamique industrielle n'a pas été impactée, comme d'autres grandes filières industrielles françaises qui ont, elles, été impactées. Là, ça n'est pas le cas pour le nucléaire, la dynamique internationale est de toute façon très très forte, donc on a des besoins en quantité, mais évidemment aussi en qualité. Il faut absolument disposer des compétences de haut niveau qui sont requises par cette filière, et pour laisser cette filière en capacité justement de jouer son rôle à l'international tel que nous le menons actuellement avec succès. Et alors pour le CETIC, quels vont être les défis de demain vis-à-vis donc de cette filière nucléaire? Les défis de demain, c'est d'être en capacité de poursuivre notre implication auprès de nos clients pour qu'ils conservent leurs compétences et de façon à ce qu'EDF, l'exploitant nucléaire, puisse assurer avec le même niveau de sûreté, de qualité les installations nucléaires. On attend de pied ferme le démarrage de l'EPR ou des EPR, on est déjà en capacité de faire ça. Et comme on manque un petit peu de place, eh bien, on a décidé de créer une extension sur les terrains du CETIC, une extension, on fait le lancement des consultations là, pour que dans 2 ans, on ait une annexe d'environ 2000 m² qui soit encore plus vrai que nature. Encore plus vrai que nature. Ouais. Une fois de plus. Pour les nouveaux matériels. Sans oublier aussi qu'on a en perspective qu'un jour, on sera sollicité dans le cadre du démantèlement des centrales arrêtées. Bien sûr. Oui, c'est aussi l'avenir, ce sera aussi ce démantèlement.
On a déjà travaillé pour le démantèlement de Shoah et de Shoah pour le moment. Ok. Voilà. Merci à vous en tout cas. Merci à vous. Merci Madame Logerette, Monsieur Chevillon, Monsieur Merci. Lotte. Merci à vous. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur la filière nucléaire et ses capacités de recrutement. C'est un secteur qui recrute. C'est toujours une bonne nouvelle, notamment en temps de crise. Donc, renseignez-vous, intéressez-vous. La métallurgie, les industries recrutent. Et sachez que de toute façon, si vous n'avez pas les compétences, on vous les apportera et que vous pourrez même vous perfectionner auprès du CETIC après. Donc, le nucléaire vous tend les bras, on l'aura bien compris. Et si vous voulez en savoir plus sur le nucléaire, nous avons déjà fait une première émission sur cette vision globale du nucléaire en région à redécouvrir sur votre Web TV préférée, la Web TV Bourgogne-Franche-Comté. À bientôt pour une nouvelle émission de l'Avenir en région.